Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chercheur, réveille-toi. Dans cet épisode, on va parler de l'après-thèse parce que je sais que beaucoup d'entre vous redoutent ce nouveau chapitre de leur vie professionnelle. D'un côté, on dit aux doctorants qu'ils doivent anticiper et qu'il sera trop tard pour mettre des choses en place après la soutenance. Et là, je suis assez d'accord avec ça dans un sens, mais de l'autre, je sais combien il est difficile de se projeter quand on mène une thèse en certaines disciplines des sciences humaines et sociales, et ça crée souvent des blocages, notamment en phase de rédaction, parce que on sait que c'est la dernière ligne droite avant la soutenance. Alors je crois qu'il est important de parler un petit peu de tout ça. Quand j'étais doctorante, j'étais très active dans la vie académique et pourtant je voyais pas comment anticiper l'après-thèse. On nous dit d'être stratégique et moi je voyais pas ce que ça voulait dire concrètement. On me disait c'est pour faire quoi après ? Et je me sentais toujours idiote avec les réponses que je bafouillais à chaque fois qu'on me posait cette question. En fait, encore une fois, il y avait chez moi un gros problème d'état d'esprit, de posture et de confiance en moi. Le message principal que je voudrais faire passer dans cet épisode, c'est que tu peux faire tout ce qu'il faut. Si t'as pas conscience que tu fais tout ce qu'il faut, si tu n'as pas conscience de ce que ton travail vaut, et si tu n'as pas confiance en toi, tu es probablement en train de stresser, voire de souffrir lorsque tu penses à l'après-thèse, et ça c'est non seulement dommage, mais c'est grave. C'est grave parce que je sais que pour toi, le stress et la souffrance font partie du jeu, ça fait bien longtemps que tu l'as accepté et que tu le tolères. Seulement, je vais te dire une chose, rester dans cet état d'esprit, ça peut t'amener à perdre du temps dans ta carrière et à emmener dans l'après-thèse surtout les difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Ce que je vais raconter aujourd'hui, je le fais pour l'envoyer à toutes les Erika que j'étais à l'époque, toutes les Erika qui, je sais, sont là dans les auditeurs du podcast, toutes les Erika qui n'ont pas encore accès aux déclics les plus importants de leur vie. Ce sont des choses que j'aurais eu besoin d'entendre il y a 5 ou 6 ans, et c'est pourquoi j'ai à cœur de les dire aujourd'hui. Parce qu'on ne l'entend jamais. Parce que quand on sort de l'expérience doctorale, on a besoin de brandir nos CV et on passe généralement quelques années encore à se cacher derrière lui. On a besoin de temps encore pour oser s'affranchir en fait de nos propres CV, pour nous en libérer et pour oser enfin nous demander jusqu'à quand on va jouer à ce jeu de la vitrine pour laisser libre cours à notre imagination et à nos envies. Dans cet épisode, je vais revenir sur mon parcours entre la fin de ma thèse et la suite de ma carrière professionnelle. Mon but, ce sera d'abord d'illustrer à quel point la vie personnelle et la vie professionnelle sont liées, à mon avis, et de montrer combien elles nous guident dans la construction d'une carrière sur mesure pendant et après le doctorat. Ça, c'est la première chose que j'aurais eu besoin d'entendre. Mon deuxième objectif, ce sera de montrer combien on peut avoir l'impression de se perdre après la thèse alors qu'on est exactement sur le bon chemin. C'est de te rassurer sur le fait qu'une expérience peut vraiment nous effrayer, tellement elle est éloignée de ce qu'on a construit jusque-là, et sur le fait que l'inconnu peut en fait nous permettre d'atteindre les objectifs auxquels on croit devoir renoncer. Ici, ce sera directement lié à la fin du précédent épisode dans lequel je t'invitais à aller vers ce dont tu as le plus besoin après l'expérience doctorale. Je sais combien il est difficile de garder confiance quand on a le sentiment qu'on est en train de tout plaquer, et ça, je veux le relativiser et te montrer la magie, parce que c'est vraiment le terme, qui peut se produire dans nos vies quand on plaque tout, justement, parce que tout plaquer, c'est lâcher prise. Enfin, je voudrais te dire et te redire combien il est important de te placer au centre de l'expérience doctorale pour être en capacité de voir les opportunités qui se trouvent sur ta route, celles qui sont sous tes yeux, et que tu négliges peut-être en ce moment du fait de te focaliser sur un seul parcours. Parce que si tes objectifs sont fixes, c'est-à-dire si tu n'as qu'un seul point d'arrivée à l'esprit, il n'y a probablement pas qu'un seul itinéraire pour l'atteindre. Et ça, je crois vraiment que des milliers de jeunes chercheurs ont bien besoin de l'entendre pendant le parcours doctoral. Alors, installe-toi bien confortablement, je vais faire le maximum pour te raconter comment ça s'est passé pour moi, et tu vas voir qu'en réalité, quoi que tu fasses, tous les chemins mènent vraiment à Rome. Dans le premier épisode, j'ai parlé de ma rupture avec le monde académique. Elle s'est produite dès avant ma soutenance et elle a été amorcée par ma découverte du monde académique à l'étranger. Mais ce qui m'a menée vers ce que je fais aujourd'hui, ça a commencé dans ma vie personnelle, et c'est à ce point précis de mon parcours que j'ai envie de commencer aujourd'hui le récit de la suite de mon parcours professionnel après la thèse, dans ma vie personnelle.
En 2017, j'ai fait la connaissance de quelqu'un pendant une soirée. Il était sympa et on a passé la soirée à discuter. Évidemment, la thèse elle est venue rapidement dans la discussion et j'ai vu qu'il avait l'air de bien connaître l'univers de la recherche académique, ce qui est plutôt rare, tu en conviendras. Pendant la soirée, il me dit qu'il enseigne dans le supérieur en parallèle de son CDI, puis je me pose pas plus de questions sur ses activités. On parle beaucoup du monde académique, de nos étudiants, et le courant passe super bien. Le lendemain, on discute et on se revoit 3-4 jours après. Mais rapidement, je comprends qu'en fait, lui, il est également totalement en dehors de mon système, hein. Décidément, je ne suis poussée pendant ma thèse que vers des expériences qui ne m'intéressent pas. Ce jeune homme n'a pas du tout les mêmes valeurs que moi. Déjà, j'apprends qu'il enseigne en école de commerce, ensuite j'apprends qu'il est en CDI dans une banque, et il est lui-même issu d'un cursus en école de commerce. Son logement, c'était une maison dans un quartier chic que ses parents lui ont acheté. Donc il a 2 ans de moins que moi, et à mes yeux, il a tout. En fait, il a tout. S'il connaît aussi bien le monde académique, c'est parce que son papa est professeur des universités, c'est l'auteur de plusieurs ouvrages importants dans sa discipline, et sa discipline, au papa, c'est le marketing. J'apprends tout ça au fil de l'eau dans les jours qui suivent, et même si le courant est passé, malgré moi, je sens qu'en moi, ça passe pas. En fait, ces informations, ça passe pas, c'est trop hors système pour moi. Et puis à cette époque, je suis encore totalement aux prises avec un sentiment d'injustice généralisé. Vraiment, ça, c'est très clair. À mes yeux, ce mec est tout ce que je ne suis pas. Ici, je sens tout de suite que je ne suis pas prête à être avec une personne aussi différente parce que j'ai l'impression qu'elle ne pourra jamais comprendre ce que je vis en fait. Donc, je décide de rompre tout de suite la relation. Le temps passe et après plusieurs mois d'hésitation, je finis par le recontacter. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. Avec le temps, je dirais que les questions d'idées et de valeurs sont peut-être passées au second plan pour laisser simplement le fait que le courant était bien passé entre nous. Donc, on se revoit et cette fois-ci, on reste ensemble. Je m'ouvre à son univers, donc à ses collègues, à ses amis et à ses parents, mais ça, on va en parler après. Pendant des mois, je fréquente ce petit monde quotidiennement et je vois bien que tous sont issus de familles aisées, ils travaillent tous dans le commerce ou alors ils exercent des métiers du libéral. Ils ont 25-26 ans et ils ont tout ce que je n'ai pas. Mais ça se passe bien parce que toutes les discussions ne tournent pas autour de ce sujet, évidemment. C'est même pas un sujet pour eux en fait. Donc même quand on vient à évoquer certains points autour de ça, je vois bien qu'ils sont conscients d'avoir cette chance de pas partir de zéro. Ils sont hyper respectueux de mon parcours, ils comprennent mes difficultés et ils s'ouvrent vraiment à moi. Et puis mes valeurs ne changent pas à leur contact, au contraire, elles se renforcent et même si ça reste très inconscient, les fréquenter me permet de sentir pour la première fois de ma vie que ce que je vis c'est pas banal. On a tendance à l'oublier à l'université parce qu'on baigne dedans, mais ce qu'on vit en doctorat, c'est pas du tout banal en fait. Avec cet entourage-là, il y a une sorte de tri qui se fait tout seul et je me rends compte que j'ai des forces énormes et pas seulement des difficultés. J'observe beaucoup parce que c'est vraiment des personnes qui me fascinent un peu, je dois dire. J'observe et à cette période, je me rends compte que je suis devenue celle vers qui on se tourne pour avoir des conseils ou des avis. Je m'aperçois que ces jeunes-là ne gèrent pas mieux que moi leurs émotions, ils ne gèrent pas mieux que moi leurs problèmes. Ils sont très vite démunis, au contraire, face à des situations qui, moi, ne m'auraient pas troublé plus que ça. Et il y a une forme d'instabilité chez eux, une forme d'incertitude qui est très très présente. À mon grand étonnement, ils ne sont pas plus avancés que moi dans leur vie. Ils ont de vraies problématiques familiales eux aussi, avec les mêmes dynamiques que chez moi et une relation à l'argent qui est problématique aussi parce que chez eux, l'argent fausse ou oriente les relations avec les parents ou avec la fratrie. Quand ta maison appartient à tes parents ou quand tes parents payent ton cabinet libéral, il y a des choses que tu peux pas faire, il y a des choses que tu peux pas dire à 25 ans. Et le sujet de l'argent chez eux, il est à la fois tu et omniprésent. Tout est aussi lié à ça en fait et je le voyais comme le nez au milieu de la figure, ce qui n'était pas forcément leur cas à eux. Pour la première fois de ma vie, même si je suis toujours incapable de l'accepter, ça c'est clair, je comprends que ma situation elle me donne une liberté que d'autres jeunes de mon âge n'ont pas. Ça modifie pas du tout, pas du tout du tout. Le sentiment d'injustice qui m'habite, ça c'est un chemin qui est très long. Mais à cette époque, je sens que des choses bougent quand même au sens où je suis capable de percevoir qu'une autre perspective est possible et que je pourrais, si je le voulais, je pourrais voir les choses autrement. C'était une période de ma vie qui était intéressante, même si globalement ça se passait pas très bien. Ma relation avec cette personne n'était pas facile, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhension des deux côtés. On essayait de faire avec et de s'ouvrir l'un à l'autre, mais comme je l'avais senti au départ, on se comprenait pas du tout en fait. Il me poussait plutôt à arrêter ma thèse, ses parents abondaient dans son sens, en me répétant que j'allais rien faire de toute façon avec ce doctorat d'histoire de l'art, et même si ça paraît un peu inacceptable sur le papier,
Moi, je suis restée quand même assez longtemps dans cette relation parce que je culpabilisais déjà d'être revenue vers lui au départ et parce que dans mon esprit, une relation ne pouvait pas être passagère. Pour moi, tout devait toujours être sérieux. Donc, si une relation ne fonctionne pas, je me bats pour qu'elle fonctionne au lieu de passer à autre chose. Évidemment, j'en ai pas conscience à l'époque, mais je tiens à le mentionner ici parce que je sais que ça va résonner. Et puis, par ailleurs, le père, qui était professeur, il était surtout alcoolique. Il était gravement malade à cause de sa consommation d'alcool, mais il n'arrivait pas à arrêter, malgré des passages à l'hôpital dans des états très très graves. La vitrine était belle, vu son CV et sa position, mais de l'intérieur, je pouvais voir que c'était un vrai enfer pour lui. Il était extrêmement anxieux, tout l'inquiétait. L'alcool l'aidait à moins souffrir de son stress et de son anxiété, ce qui lui avait permis de faire une très belle carrière. Mais arrivé à 55 ans, c'était plutôt catastrophique vu de l'intérieur. Et ça, je le dis pas du tout pour émettre le moindre jugement. Je le mentionne parce que je ferai peut-être un épisode un jour sur ce sujet, mais moi aussi j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux et surtout moi aussi, ma relation à l'alcool posait question à cette époque. Donc il y avait en fait un effet miroir qui a eu son importance pour moi par la suite. Moi aussi, je me servais de l'alcool pour tenir dans cet univers qui me stressait énormément. Et voir aussi clairement ce que ce genre de consommation pouvait donner 30 ans plus tard, ça a eu un rôle, clairement, dans ce que j'ai fait par la suite, dans les choix que j'ai fait par la suite. Bon, cette histoire, elle a duré environ 1 an et demi, et quand j'ai rendu mon manuscrit, les problèmes avec lui étaient tels que j'ai décidé d'arrêter. Je sortais de 2 hospitalisations dans des états très graves, j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de reprendre ma vie en main. J'avais besoin d'en finir avec ce genre d'histoire qui ne fonctionnait pas. J'avais besoin d'être seule, d'avoir mon lieu de vie et de tourner une grande page en fait. Je me souviendrai toute ma vie de l'instant où je me suis dit stop, j'arrête. Donc voilà, à première vue, cette histoire, elle mérite pas vraiment d'être racontée, j'ai hésité à le faire, hein. Mais si je le fais, c'est parce qu'en fait, c'est grâce à elle et aux fréquentations surtout que j'ai eues pendant cette petite période que j'ai accepté d'aller et ensuite de rester sur le poste que j'ai pris après avoir rendu mon manuscrit, le fameux job qui m'a sauvé la vie. Quand j'ai rompu cette relation, je me suis retrouvée sans logement, sans rien, parce que je sortais de ma période de quelques mois à Londres, j'avais rendu mon appartement lillois avant de partir, et mon conjoint m'avait convaincue de ne pas travailler entre le rendu du manuscrit en mai et la soutenance en novembre. J'ai rompu avec lui début juillet, donc j'étais dans une situation d'urgence. J'ai postulé aux annonces dans le secteur culturel qui était disponible, en soignant bien toutes mes lettres de motivation et mon CV pour chaque offre, mais je n'obtenais aucune réponse, genre rien. Silence radio, il ne se passait rien. Un jour, je tombe sur une annonce pour être conseillère d'études au service commercial d'un groupe d'écoles de formation à distance. Je ne connais pas du tout cet univers, mais l'une des écoles, c'est une école d'art, et je me dis que c'est dans mes cordes. Je me dis qu'en plus, ça me permettrait peut-être de sortir un peu du carcan académique, du public aussi, et d'acquérir des compétences en entreprise que je pourrais valoriser pour faire la transition après la thèse. La dimension commerciale, elle est très forte, je le sens tout de suite dans l'annonce, mais je comprenais pas vraiment cette relation parce que pour moi, commerce et formation n'appartenaient pas au même monde. C'est bête, mais sans cette relation et ce groupe d'amis que je venais de fréquenter pendant quelques mois, la dimension commerciale, elle m'aurait vraiment bloquée, je le sais. Là, j'avais eu des tonnes de discussions sur le métier des uns des autres, j'avais lu les travaux de mon beau-père, j'avais quelques notions et j'avais un petit peu moins d'a priori quand même sur cet univers parce que j'avais rencontré beaucoup de gens fragiles en réalité. Et puis, répondre à l'annonce ne demandait aucun effort particulier, quoi. Il demandait juste un CV, il n'y avait même pas de lettre de motivation. La procédure, elle était simple et je me souviens très bien que ce détail m'a attirée. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit waouh, ça a l'air simple. Donc j'ai quand même réfléchi quelques jours, mais n'ayant aucun retour sur mes autres candidatures, j'ai fini par envoyer mon CV. Le lendemain, le service RH m'appelait, j'ai passé la série d'entretiens durant la semaine suivante, j'ai raté l'exercice de test qu'il fallait faire mais ils me l'ont pas dit, et j'ai su plus tard qu'ils m'avaient prise quand même parce que j'étais allée au bout de l'exercice sans rien lâcher. Lors de mon premier jour, après que j'ai signé mon contrat et que je suis entrée dans la petite phase de formation, là ils m'ont annoncé que je ne travaillerais pas pour l'école d'art parce que, d'après eux, je connaissais trop bien le domaine au niveau académique et pour eux, ça m'empêcherait de bien faire mon travail au niveau commercial. Je pense que je suis pas la seule à entendre ça en mode recherche d'emploi, mais voilà, c'est tout, j'encaisse sans rien dire, en pensant que je pourrais sûrement renégocier ça après avoir fait mes preuves, donc c'est pas grave, je laisse tomber. Et dans la foulée, ils m'annoncent que je vais travailler pour
l'école qui prépare les candidats au concours de la fonction publique. Donc je me dis ok, cool, ça je connais aussi, hein. Pour moi la fonction publique, c'était les musées, c'était les administrations, l'université et l'éducation nationale, où j'ai travaillé pendant des années aussi. Bref, je me dis que c'est dans mes cordes. Mais en fait, c'était pas ça du tout. Il y avait effectivement les concours de l'administration, mais mon école préparait surtout au concours de la gendarmerie et de la police. Voilà, donc imagine juste mon état d'esprit, j'étais plutôt d'extrême gauche à ce moment-là, j'avais pas une bonne opinion des forces de l'ordre françaises, sans jamais avoir eu le moindre échange avec ces gens-là, bien entendu. Et là, je me suis dit, bon, j'ai besoin de ce taf, mais là, ça va pas le faire, donc je vais rester en attendant de trouver autre chose. Donc immédiatement, je me désengage du poste et je reprends une posture de retrait. C'est-à-dire, je ne dis rien, mais je suis très circonspecte envers tout ce qu'on va essayer de m'apprendre lors de cette formation. Et je me mets vraiment en mode, ça va pas le faire, il faut que je sorte de là de toute façon. Et je me suis braquée. J'étais pas prête et si j'avais su tout ça avant de postuler, je n'aurais jamais envoyé mon CV, ça c'est évident. En fait, il n'y avait plus aucun lien avec mon parcours jusque-là, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus peur. Prendre conscience que là, je rompais totalement avec l'histoire de l'art, je rompais avec la recherche, je rompais avec l'univers de la formation au sens où je l'entendais jusque-là. Je ressentais un vertige à cette idée, vraiment. Et le fait de me dire que je pourrais trouver autre chose, ça me rassurait pas vraiment, parce que je voyais pas comment j'allais valoriser l'expérience que j'étais en train de vivre. J'avais aucune réponse des offres auxquelles je postulais à côté. Je me projetais pas du tout sur mon poste, et je pense que c'est là que j'ai vraiment commencé le deuil de l'idée que je me faisais de la réussite professionnelle parce que je me suis vraiment sentie au plus bas. Ce que je vivais, c'était tout ce que j'avais toujours redouté. Aucun de mes collègues n'avait de doctorat, évidemment. Plusieurs d'entre eux avaient un niveau bac et ils occupaient le même poste que moi. Voilà, donc j'ai été accueillie par mes collègues avec pas mal d'a priori en plus parce que j'avais un doctorat et pourtant je l'ai pas dit, hein, mais tout le monde le savait quand je suis arrivée. Donc dès le départ j'ai senti qu'il y avait un sujet là-dessus à mon sujet et au départ je me suis pas intégrée facilement avec toute l'équipe et je pense qu'il y a eu des a priori des deux côtés on va dire. On m'a beaucoup dit par la suite des choses comme ah mais en fait t'es pas du tout comme je le pensais. Je pense qu'on me trouvait un peu hautaine et honnêtement je sais que je devais l'être un peu malgré moi au départ. J'ai changé d'attitude petit à petit parce que j'ai commencé à admirer des collègues avec qui j'avais aucun point commun et que j'avais un peu catalogué au départ comme étant des gens qui n'auraient pas grand chose à m'apporter. C'est dire si j'étais prétentieuse et à quel point je faisais fausse route. En fait, j'ai été très vite frappée par l'intelligence des personnes qui avaient le parcours le plus éloigné du mien, ce qui a joué progressivement dans mon intégration mais aussi et surtout dans mon évolution. L'une de mes collègues, c'était une jeune fille qui devait avoir pas plus de 22 ou 23 ans à l'époque et elle avait une fille de 5 ou 6 ans. Elle a attiré mon attention parce qu'elle avait l'air super épanouie en fait. Elle avait passé le bac pendant sa grossesse et elle travaillait depuis des années. Elle avait d'excellents résultats dans cette boîte et franchement elle m'attirait. J'avais envie de parler avec elle, de lui poser plein de questions en fait parce qu'elle était, je sais pas, elle dégageait un truc, elle présentait super bien, elle faisait plus que son âge, elle était hyper mature. Et pourtant, elle était beaucoup plus jeune que moi. Et voilà, je suis allée vers elle et au vu de ce qu'elle m'a raconté sur son enfance et sur l'environnement dans lequel elle a grandi, elle avait eu des difficultés très proches des miennes au départ. Mais ensuite, elle avait eu un enfant très jeune par accident, elle n'avait pas fait d'études. Et pourtant, elle était là, au même poste que moi, au même moment. Et elle était joyeuse, elle était toujours pimpante, elle était toujours d'humeur égale, elle était brillante. Elle gagnait très bien sa vie parce qu'on était payé au résultat. Et là, je crois que j'ai compris presque instantanément que j'avais tout faux depuis des années. J'ai compris par contraste que j'avais fait que lutter et que dans cette lutte, j'avais cultivé des préjugés qui étaient basés sur des idées qui étaient complètement fausses. Par exemple, pas un seul jour de ma vie, j'avais envisagé pouvoir faire carrière sans faire d'études. Pas un seul jour de ma vie, je n'avais envisagé d'avoir un enfant sans situation stable et que ça puisse bien se passer. Jamais je n'aurais pensé pouvoir gagner correctement ma vie sans faire d'études supérieures. Jamais j'aurais imaginé me retrouver là après un doctorat d'histoire de l'art et globalement, tous mes combats, toutes ces années d'enfer, tous ces problèmes ne me renvoyaient qu'à une seule question: pourquoi tu as cru à ça? J'ai jamais parlé avec mes collègues du fait qu'à l'époque je sortais de 2 hospitalisations, même pas 3 mois avant, que j'allais pas bien, que j'étais sous Valium. J'aurais été incapable en fait d'expliquer quel était le problème de ma vie, parce que dans cet environnement j'avais aucun problème, en fait il y avait rien dans ma vie qui aurait pu faire dire à un seul de mes collègues: ah ouais je comprends, c'est horrible. Non, j'étais en CDI, j'avais fait 10 ans d'études, la thèse était terminée, tout le monde me prenait pour quelqu'un de très bourgeois en fait. Mes résultats dans cette boîte ont tout de suite été bons, donc je gagnais très bien ma vie
vie dès le départ, les horaires étaient cool, on commençait à 10h le lundi, on terminait à midi le vendredi. L'ambiance dans l'équipe, elle était vraiment familiale, j'ai très vite trouvé un appartement et donc en fait, tout est devenu simple en seulement quelques semaines et j'ai pris du recul très très vite. Évidemment, ça me posait question, mais vis-à-vis de ma carrière, j'ai progressivement laissé de côté mes réflexions parce que en fait, je sentais que ça me faisait du bien d'être dans cette équipe et dans ce rythme de vie. J'ai décidé de m'offrir quelques mois de répit et d'aviser après la soutenance en fait. Avec mes petits gendarmes et mes policiers, j'ai découvert des valeurs qui étaient en fait très proches des miennes. La plupart des personnes que je rencontrais, c'était des jeunes qui étaient passionnés par ces métiers et qui travaillaient dur pour réussir à entrer dans cet univers professionnel. Ils étaient portés par des idéaux de justice et de vivre ensemble, de citoyenneté, et les concours étant très difficiles à tous les niveaux, ils voulaient se préparer et donc ils se renseignaient sur notre école. Ils venaient généralement de milieux très modestes et nos formations me paraissaient hors de prix pour eux. C'était autour de 1500 € tout compris. Cette question du prix des formations et de mon rôle qui était de les conseiller, de les rassurer et de les faire intégrer notre école parce qu'il y avait d'autres écoles qui préparaient au même concours et donc il y avait une concurrence, ça m'a longtemps questionnée parce que d'un côté j'avais des échanges extraordinaires avec des jeunes qui étaient franchement incroyables et d'un autre je trouvais injuste qu'ils doivent payer aussi cher pour avoir accès à nos formations. Quand le concurrent était moins cher, je leur conseillais presque d'aller plutôt vers eux en fait et en tout cas je comprenais qu'ils le fassent et je me posais même pas la question de leur prise en charge dans des écoles concurrentes, je me posais pas la question de leur chance de réussite avec des formations bon marché ou même de la qualité de ces formations pour nos futures forces de l'ordre en fait. Je ne basais mon raisonnement que sur le prix. Je disais l'autre jour que j'étais quelqu'un d'assez difficile à manager, je peux vous dire que mon manager de cette époque confirmerait ça sans réserve. Il a passé des mois non seulement à me former, mais surtout à m'expliquer, à m'accompagner et à me démontrer avec une patience que je n'aurais jamais eue envers qui que ce soit, pourquoi mes préjugés m'empêchaient d'atteindre des résultats exceptionnels dans cette boîte, et même pourquoi mes préjugés me conduisaient à faire un travail médiocre. Selon lui, conseiller les jeunes d'aller chez le concurrent moins cher, c'était pas une trahison, mais c'était juste une bêtise en fait. Je peux dire que ce manager, il a changé ma vie. Plus encore que le job en lui-même ou l'équipe que j'avais autour de moi, il était d'une patience. Il avait un sens de l'écoute et une capacité à comprendre mes raisonnements qui étaient hors normes, vraiment. En plus, il arrivait à faire ça avec chaque membre de l'équipe alors qu'on était tous très différents. Et j'ai tout de suite compris que le management, c'était pas du tout ce que je croyais. J'ai surtout tout de suite mis en perspective le management de l'homme qui avait été mon directeur de recherche depuis la première année de master. Là, j'ai pris la mesure de la médiocrité, voire de l'absence totale de management dans mon laboratoire. Mon manager y passait des heures chaque mois à me parler, à m'écouter, à me rassurer. Il me sortait des graphiques pour me mettre sous les yeux la courbe croissante de mes résultats alors que je lui disais que ça allait pas, que je plafonnais, que mes résultats étaient mauvais. Il m'écoutait pendant mes rendez-vous, il m'expliquait point par point comment j'aurais pu faire mieux, ce qui évidemment me paraissait pénible au début parce que j'avais l'impression d'être fliquée, alors que c'est ce qui m'a permis d'évoluer professionnellement très 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 rapidement. Quand il sentait que j'étais froissée par quelque chose, il me demandait pourquoi, il m'expliquait point par point pourquoi je me trompais, non seulement sur lui, mais sur les jeunes que je conseillais, sur le prix des formations, sur le libre arbitre des gens, sur mon propre travail et sur mes capacités. Il avait toujours réponse à tout, et ces réponses, si elles devaient parfois faire leur chemin en moi, elles étaient toujours intelligentes, elles étaient toujours structurées et surtout elles étaient extrêmement transformatrices. Il a tout mis en œuvre pour ma réussite alors qu'il ne me devait rien du tout. Il me mettait en binôme avec des collègues qui étaient totalement libérés sur la question financière et du prix des études et c'était fou parce que ces collègues n'avaient pas fait d'études et moi j'avais fait 10 ans d'études mais je comprenais rien à ce sujet. Moi j'avais galéré tous les ans pour sortir les 400-500 € de frais d'inscription chaque année. Je considérais pourtant que mes études avaient été gratuites comparées au prix de certains établissements, donc en fait c'était confus. Je n'avais jamais fait le vrai calcul de ce que m'avaient coûté mes études, je n'avais jamais pris conscience des sommes colossales que j'avais trouvées et investies dans mon éducation. En fait je ne savais pas compter et je ne comprenais rien parce que je ne réfléchissais que sur la base de questions que je posais mal. Ce job il a tout changé aussi parce que j'avais en face de moi toute la journée des jeunes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et qui n'avaient pas le moindre sentiment d'injustice du fait de leur situation sociale et du fait qu'il fallait investir pour leur éducation ou leur réussite professionnelle. C'était pas une dépense pour eux, c'était un investissement, c'était logique, c'était normal, c'est quelque chose auquel ils avaient généralement été préparés et quand ils ne l'étaient pas, eh bien ils se mettaient en quête d'une solution. Ils y allaient quoi, et quand ils ne pouvaient pas s'offrir la formation, quand ils étaient super choqués par le prix parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça, ils repartaient en me remerciant pour mon travail et ils revenaient quelques semaines après ou quelques mois après avec une solution. Moi, j'avais traîné mes problèmes jusqu'au bout et j'étais
stupéfaite, vraiment, qu'on puisse vivre autrement et aborder autrement la question de l'accès aux études, de l'accès aux conseils de professionnels et de l'accès à la formation. D'ailleurs, les quelques fois où j'ai eu face à moi des personnes qui avaient le même état d'esprit que moi pendant mes études, parce que ça arrivait évidemment, c'était désagréable parce que je voyais bien que ces personnes-là, elles allaient devoir galérer un bon moment pour comprendre que leur relation aux autres était conforme à la relation qu'elles entretenaient avec elles-mêmes. C'était conflictuel et cette corrélation, elle a commencé vraiment à me sauter aux yeux à ce moment-là. Il n'y avait jamais de solution, c'était que des problèmes. Quelles que soient les options proposées, c'était toujours trop compliqué pour eux. Au début, je les comprenais totalement, et puis ensuite, je me suis professionnalisée et j'ai commencé à comprendre et à intégrer que l'argent, c'est rarement le vrai problème quand il y a un blocage pour se lancer dans quelque chose auquel on rêve. Au contraire, l'argent, c'est un levier qui permet souvent de mettre en lumière et donc de résoudre un blocage ou un conflit qui est intérieur. Évidemment, j'avais beau le voir chez les autres, je ne le voyais toujours pas chez moi, et je pense qu'on est très nombreux à mettre des années et des années à subir dans nos vies des choses avant de comprendre que c'est une chance. Je ferai peut-être un épisode sur ce sujet à l'occasion, même si c'est toujours un sujet qui est très très compliqué à aborder, mais voilà. En gros, je suis restée que 18 mois sur ce poste, mais j'ai l'impression d'y avoir passé 5 ans, tellement j'ai appris et tellement j'ai mûri professionnellement. Globalement, je suis revenue à la vie avec un quotidien normal, avec des questions normales, ce qui m'a permis déjà de stabiliser mon état psychique. Ma soutenance, elle a eu lieu en novembre et 15 jours avant, j'ai rencontré mon conjoint actuel. J'ai arrêté les traitements que j'avais depuis ma première hospitalisation et vraiment tout est rentré dans l'ordre très rapidement dans les mois qui ont suivi ma rupture avec le monde académique. Pourtant, je tiens à dire que si j'avais su 1 an plus tôt que j'allais me retrouver dans une vie aussi éloignée de tout ce que j'avais construit, je sais que l'idée m'aurait achevée. Vraiment, je pense que ça m'aurait coupé les jambes et je sais que je l'aurais très très mal vécu. Là encore, restait bien sûr la question de l'avenir de ma carrière. Ma priorité, elle avait été de me soigner, de me reposer, de reprendre des forces, mais c'est vrai que professionnellement, j'étais perdue et je me projetais pas sur ce poste pour toute ma carrière, mais j'avais beau y penser, aucune idée ne me venait, vraiment aucune idée ne me venait. Sur ce poste que j'adorais, il y avait pas mal de red flags quand même qui s'accumulaient. J'adorais mon manager, j'adorais mon équipe et j'adorais mon job. Mais le patron de la boîte, c'était un type que j'aimais pas beaucoup. C'était une petite boîte, donc il était très présent. Et lui, il gérait ses équipes de façon beaucoup moins fine que mon manager. Il faisait régner l'ordre. Tout était très réglementé. On n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Les heures de pause, elles étaient fixes. On te disait à quelle heure tu peux aller prendre l'air ou à quelle heure tu pouvais aller fumer une cigarette. C'était tout le monde en même temps et pendant 5-10 minutes, 2 fois par jour, ce qui rappelait un petit peu l'heure de la récréation. Le midi, pareil, il fallait manger à telle heure en fonction de ton groupe et ça, pour moi, c'était juste insupportable. Sur le long terme, c'était pas possible. En plus, les collègues qui n'avaient pas des résultats satisfaisants étaient très très rapidement menacés d'être licenciés. Donc il y avait quand même beaucoup de problèmes qui étaient liés à ce management très très contrôlant au-dessus. Moi, je gagnais très bien ma vie, je n'avais fait que progresser, j'avais repris confiance en moi et en mes capacités, surtout parce que mon travail et mes compétences me permettaient enfin de vivre très confortablement. Et pourtant, l'argent ne suffisait pas. C'est sympa de pouvoir s'acheter des choses dont on s'est toujours privé, mais j'ai ressenti là aussi que le fait de consommer d'une nouvelle manière, ça a renforcé en moi les valeurs que j'avais. J'ai longtemps cru que si j'avais plus d'argent, je ne ferais plus les mêmes choix ou je ne serais peut-être plus la même personne. Et là, j'ai vécu que cette histoire-là aussi, elle était fausse. C'était faux en fait. Si tes valeurs sont vraiment ancrées, il n'y a aucun danger à les confronter à tout ce qui ne fait pas partie de ton système et à les challenger. Je dis ça parce qu'on en a beaucoup parlé sur ce podcast et parce que je sais que dans certains milieux universitaires, on croit qu'il ne faut pas se mélanger, on croit que certaines personnes sont infréquentables, que certaines valeurs ne méritent même pas d'être considérées ou que certaines idées ne méritent même pas d'être entendues. Et c'est parce qu'on croit à ça qu'on est dans ces difficultés en fait. Bref, voilà, à travers toutes ces réflexions, la prise en compte de mes besoins, elle s'est améliorée à cette période et rapidement, je me suis demandé ce que je pourrais faire d'intéressant avec l'argent que je gagnais. C'était la première fois que j'avais quelques milliers d'euros de disponibles et je tiens à dire que ça aussi, ça a été extrêmement transformateur, même si je conçois que ça puisse paraître banal ou idiot à quelques auditeurs, je crois que beaucoup de personnes comprendront. En 2020, le premier confinement est arrivé et là avec le télétravail, le patron qui était déjà très contrôlant est devenu encore plus contrôlant. Il a très mal supporté de nous avoir à distance et là tout s'est accéléré. Je vivais toujours dans mon petit appartement à Lille. Les confinements m'ont amené à envisager d'acheter ma propre maison puisque j'étais en CDI et que j'aimais bien mon job.
Donc là aussi, je sais que ça peut paraître banal, mais après toutes ces années de galère et de souffrance, l'achat de ma première maison, c'était quelque chose de très symbolique pour moi et je voulais pas me planter. L'hypothèse d'un achat immobilier, ça a amené la question du travail, parce que mon travail, il était assez loin de Lille, mais acheter une maison tout près, ça me projetait dans cette boîte pour longtemps, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres opportunités dans le secteur. Et donc voilà, l'idée de quitter cet emploi est arrivée à cette période, on est à l'été 2020. Mais voilà, quitter ce poste, ok, mais pour faire quoi? C'était toujours la même question. Compte tenu de toutes mes aventures professionnelles, tant dans le public que dans le privé, je voyais vraiment plus beaucoup d'options. Je sentais que le public c'était trop plat et trop lent pour moi, et je sentais que le privé c'était trop réglementé pour moi. Et puis, je me voyais pas repartir à l'étranger parce que non, parce que je me sentais bien là et que je me voyais pas du tout repartir dans la recherche ou partir à l'international alors que je venais de rencontrer quelqu'un, que je commençais à retrouver un peu de stabilité. Je n'y arrivais pas en fait, j'avais pas envie et donc c'était non. Et puis, je crois que j'ai réussi à sentir à ce moment-là que travailler pour les idées des autres, ça commençait à me saouler en fait. À aucun moment, que ce soit dans l'éducation nationale, dans le monde de la recherche et dans le monde du conseil en entreprise, on ne m'avait jamais demandé ce que je pensais. Plutôt, on m'avait même toujours fait comprendre que mes idées n'avaient aucune importance. Avec le recul, je vois combien j'ai eu de la chance d'avoir eu à multiplier les expériences professionnelles dans de nombreux univers et ce, bien avant mes 18 ans. Et couplé à mes années d'études, je trouvais contradictoire qu'on ne me demande jamais mon avis et je peux dire que ce sentiment que ma voix ne comptait pas, ça s'est répercuté longtemps dans ma vie personnelle, dans mes relations amicales, dans mes relations de couple et dans ma relation à moi-même en fait. Je dirais même que ça a commencé dans mon enfance et que c'est ce qui m'a fait aller vers un certain type d'études où je pensais que ma voix elle compterait. Que ma voix allait jamais compter, que mes parents puis les institutions ne donnent jamais de valeur à ma parole, j'ai fini par ne plus le supporter, je pense. Et à partir de l'été 2020, j'ai totalement abandonné l'envie de faire entendre ma voix. Voilà, j'ai décidé de la garder pour moi, j'ai renoncé complètement à l'idée de faire une belle carrière, des conférences, de l'enseignement ou du conseil. Et avec mon conjoint, on a décidé d'acheter notre maison à la mer. Voilà, en 2021, on a tous les deux quitté nos CDI et notre vie lilloise pour créer nos petites activités sans prétention sur la côte d'Opale. À ce moment-là, je pense pas du tout à l'agence. Moi, j'avais décidé d'ouvrir une petite boutique d'objets d'art sur la côte. C'était une façon pour moi de travailler dans un environnement que j'aimais et de créer moi-même cet environnement. Je me suis formée notamment à la chambre des commerces de ma ville dès avant de quitter mon CDI et de déménager, donc je faisais des allers-retours. Pendant la formation, il y a eu pas mal de red flags aussi, puis il y a le Covid là qui s'éternisait et ça me permettait pas d'ouvrir un commerce dans ce contexte. À ce moment-là, on savait pas du tout où on allait et tous les petits commerces mettaient la clé sous la porte, donc c'était pas du tout le moment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma chaîne YouTube au départ pour partager des connaissances que j'avais sur les objets d'art, sur les endroits où chiner. Je faisais plein de vidéos pour montrer des endroits, pour les comparer, pour montrer quels objets j'achetais, où je les achetais et pourquoi. Mon but c'était de me professionnaliser et de créer une petite audience pour que le jour où j'ouvrirai ma boutique, ça fasse peut-être venir quelques personnes. Voilà, je commençais sans attendre la fin du Covid. Puis le but c'était d'optimiser mes chances de réussite en fait dans un contexte qui était encore une fois très compliqué. Dans les commentaires sous les vidéos, on me demandait souvent quelles études j'avais faites pour savoir tout ça sur l'art, sur les objets, sur la restauration. Donc un jour, j'ai fait une vidéo sur les études d'histoire de l'art et j'ai partagé mon expérience académique. Contre toute attente, cette vidéo, elle m'a valu d'être contactée par plein de gens qui voulaient faire des études d'histoire de l'art et qui voulaient être conseillés, et par des doctorants en sciences humaines et sociales qui me demandaient plein de conseils sur le monde académique, comment j'avais fait pour enseigner, comment j'avais fait pour publier ou pour être financée. Ça a vraiment été fulgurant alors que franchement la vidéo, je sais pas, elle avait dû faire 200 ou 300 vues, enfin c'était rien du tout. À l'époque j'avais même pas 100 abonnés, enfin c'était le tout début. Donc tout de suite, j'ai pris le temps de répondre à tout le monde évidemment, puis je me suis retrouvée à aider des doctorants SHS, à les conseiller, à les rassurer, et j'ai été vraiment surprise de voir à quel point les jeunes chercheurs avec qui je parlais se sentaient soulagés par le coup de main que je leur donnais. J'avais toujours cru être seule à avoir vécu tout ça, et c'est là que j'ai compris que le problème avait une ampleur nationale vraiment en SHS, et surtout j'ai senti tout de suite que j'adorais faire ça en fait. Je pouvais parler du doctorat à longueur de journée alors que c'était pas vraiment le cas des objets d'art. Le fait de chercher à ouvrir ma boutique, ça m'avait fait prendre conscience de la galère quand même dans laquelle je m'apprêtais encore à partir, parce que je visitais des locaux toutes les semaines, je parlais avec des concurrents, je parlais avec mes conseillers, et au fond de moi je sentais bien que j'allais encore vers un projet où j'allais être menacée par la précarité.
En même temps, j'ai tout de suite senti la nécessité de parler du doctorat SHS, de parler de la thèse, de la façon de trouver des financements, mais ça collait plus avec le thème de ma chaîne et quand j'ai senti que ça devenait un peu une corvée de penser à ma boutique parce que je préférais répondre aux mails des doctorants, j'ai commencé à imaginer pouvoir faire ça toute la journée, tout le temps en fait. Je le faisais déjà finalement. Ça s'est fait tout seul. Jamais je n'aurais eu cette idée sans avoir travaillé dans le monde académique évidemment, puis ensuite sur un poste de conseil dans la boîte que je venais de quitter, et sans le Covid. Jamais je n'aurais été capable de comprendre les pièges dans lesquels des milliers de jeunes chercheurs tombent si j'étais pas moi-même tombée dedans. Jamais je n'aurais cru possible d'aider qui que ce soit si j'avais pas réussi moi-même à faire financer ma thèse d'histoire de l'art par l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Jamais je me serais cru capable de créer ma propre activité si j'avais pas autant appris de toutes mes expériences professionnelles, et en particulier de la dernière, qui était très proche finalement de ce que j'avais envie de faire. Donc, d'un seul coup, tout faisait sens, tout s'alignait parfaitement. Tout était possible alors que j'avais rien fait de spécial pour, en fait, au contraire, j'avais décidé de ne plus rien faire de particulier et j'avais totalement renoncé à l'idée de faire quelque chose d'engagé, quelque chose d'innovant, de m'imposer où que ce soit, de travailler dans la recherche ou de valoriser mon CV, tout ça, mais j'en avais plus rien à faire en fait. J'avais jamais pensé à créer mon activité de conseil dans le milieu de la recherche, hein. J'avais pensé à faire du conseil dans le monde de l'art pendant ma thèse, mais je m'y étais pas projetée à l'époque, je voyais pas trop comment m'y prendre et à qui m'adresser. Ça n'avait pas vraiment résonné en fait. Puis même si j'avais eu l'idée de faire du conseil dans le monde de la recherche, je sais que j'aurais jamais pu anticiper le Covid. Or, c'est lui qui a permis de faire évoluer les mentalités et les pratiques sur le travail à distance de façon très soudaine et très rapide. Et sans cette évolution, j'aurais pas créé l'activité que j'ai aujourd'hui parce que j'aurais pas pu la développer autant. Aujourd'hui, je travaille avec des jeunes chercheurs dans le monde entier. Et ça, j'aurais pas pu le faire si on n'avait pas évolué comme ça sur la question de la visioconférence, etc. Voilà, et pourtant, je peux pas dire non plus que j'ai pas anticipé la fin de la thèse, au contraire, je peux dire que j'ai vraiment travaillé dès la première année de thèse à étoffer mon CV académique et hors académique. Avoir un travail à côté de mes études de licence et de master, ça a joué un grand rôle dans ma capacité à sentir que j'avais des compétences dans la recherche, mais aussi en dehors, parce que j'avais fait de très très nombreux jobs pendant toutes mes études, et à partir du master, je sentais que j'étais débrouillarde et que j'avais des idées, j'avais une capacité à m'adapter dans différents univers que les jeunes de mon âge n'avaient pas forcément. Pendant la thèse, j'ai fait des formations comme Challenge Doc qui permettaient de travailler avec des chefs d'entreprise qui cherchaient à innover pour développer leur boîte. Et non seulement j'avais adoré cette expérience, mais en plus le patron de la boîte pour laquelle j'avais travaillé m'avait fait comprendre qu'il voulait me recruter sur un poste à responsabilité chez lui. Donc j'ai vraiment anticipé l'après-thèse, mais sans savoir où ça me conduirait, j'ai jamais eu l'impression que j'avais été efficace en fait. Si j'avais pas autant souffert et si j'avais eu une meilleure estime de moi-même, j'aurais vécu les choses autrement et j'aurais pu aller de l'avant beaucoup plus vite. J'aurais pu prendre les commandes et me rendre compte que l'environnement académique c'était pas du tout ma place, qu'il n'était pas du tout le lieu de l'innovation, que tout était beaucoup trop lent pour moi, qu'il y avait pas vraiment de projet d'équipe dans les laboratoires SHS, qu'il n'y avait pas de management, pas d'envie d'évoluer, pas d'élan particulier pour porter la voix des chercheurs dans la société. Non, pas du tout. Moi, je pensais que c'était moi qui échouais, qui n'étais pas à la hauteur, et que c'est pour ça qu'on ne me donnait pas la parole. J'arrivais pas à voir que personne n'avait les mêmes désirs que moi à long terme, et que même si je devenais maître de conf, je ne serais qu'un petit grain de sable dans le désert, en fait. Donc, le fait de créer mon agence de conseil, c'était un virage professionnel qui aurait été impossible à prévoir ou à anticiper, parce que je pouvais pas prévoir le shift que mon premier poste après la thèse allait me permettre de faire, ni le Covid, c'est clair. Et en même temps, tout ce que j'avais fait avant prenait enfin sens. J'avais toutes les compétences pour créer cette agence et pour la faire fonctionner. Je sais que sans mon dernier job, j'aurais probablement échoué parce que le fait d'avoir une expertise, ça suffit pas à réussir dans le conseil. Faut se faire connaître, faut savoir communiquer, faut savoir fixer des prix, faut être à l'aise avec ses prix. Il faut jongler entre différentes compétences qui sont très variées et l'expertise qu'on a ne représente que 15 ou 20% des compétences qu'il faut pour réussir aujourd'hui dans le conseil. Ces compétences, je les avais pas toutes, mais je savais me former rapidement et là, j'ai pas regardé au prix des formations. J'ai misé sur la qualité et sur le temps que j'allais gagner avec une formation. Jamais de la vie, jamais, jamais de la vie, je ne serais allée vers une formation universitaire pour me former cette fois-ci. Et le fait d'aller vers des formations qui m'ont coûté jusqu'à 11 000 € pour 12 mois de formation,
ça a achevé de transformer mon état d'esprit sur le sujet du prix d'une formation. Parce qu'à ce prix-là, on se demande pas ce que la formation va nous prendre, on se demande ce que la formation va nous offrir et ce qu'elle va nous permettre. Je ne sais pas toi, mais moi je me suis jamais demandé ce que l'école doctorale pourrait m'apporter, si elle allait me faire gagner du temps, si elle allait me permettre de faire carrière. Vis-à-vis de l'université, j'ai toujours été en posture de demande, j'étais dans une dynamique de manque, je devais me battre pendant des mois et des mois pour qu'elle me paie mes heures d'enseignement. Elle était mon employeur, mais je devais lui payer des frais d'inscription. Et elle me formait tout en me disant que je ne ferais jamais carrière dans la recherche et qu'il fallait que je me prépare à faire autre chose. C'est ça qui différencie une formation à 500 € l'année et une formation à 10 000 € l'année. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, l'université, elle est confrontée à un vrai problème d'attractivité. La plupart des directions de D qui me contactent me disent vouloir travailler avec moi pour rendre plus attractif le parcours doctoral chez elles, parce qu'elles veulent se démarquer en fait. Mais bon, déjà, elles n'ont jamais de budget. Avec ces gens-là, il faut toujours faire des miracles avec pas grand-chose, voire avec rien. Hein. Et ça, malheureusement, c'est plus vraiment dans mes cordes. Puis surtout, en fait, ils se rendent pas compte que de toute façon, les candidats au doctorat, ils se demandent même pas si telle ou telle école doctorale est attractive. Non. Encore aujourd'hui, la majorité des doctorants, des candidats au doctorat SHS cherchent un directeur de thèse et s'inscrivent sans se poser de questions sur la qualité de la formation qu'ils s'apprêtent à suivre alors qu'on est sur des projets de très haut niveau. C'est là aussi que je veux attirer ton attention. Est-ce que tu t'es demandé récemment ce que ta formation doctorale elle pourrait te permettre après la thèse, ou est-ce que tu es plutôt en train de tout mettre en œuvre pour réussir à travailler dans la recherche sans jamais mettre tes besoins au centre de la réflexion? Ce que j'essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'il faut anticiper l'après-thèse, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre de côté encore pendant quelques années. C'est le contraire. Quand prendre en compte tes besoins va remonter dans ta liste de choses à faire, tu vas commencer à être beaucoup plus stratégique et tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'efficacité parce que tu sauras ce qui t'est utile ou pas, tu sauras ce qui te fait du bien ou pas et ce qui est juste ou pas. Moi, c'est seulement quand j'ai commencé à faire ça que mon projet professionnel a pu réellement se construire sur mesure et s'adapter parfaitement à ce que je voulais faire comme carrière. Et je crois qu'on oublie que dans ces niveaux-là, on n'est pas sur une formation, un métier. On est sur du très haut niveau et on est sur de la formation sur mesure. Et ça, je crois qu'on l'oublie vraiment beaucoup parce qu'on est à l'université et que on a le sentiment global de n'être qu'un numéro. Et ça, l'administration a un grand rôle là-dedans, ça c'est clair. Ici, moi, la création de ma propre agence digitale, c'était parfait pour moi à tous les niveaux parce que ça me permettait de travailler au calme. Mes hospitalisations n'étaient pas loin. Hein. Déjà, encore aujourd'hui, je sais que c'est pas loin et que j'ai toujours peur en fait que ça recommence. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué à vie de toute façon. Donc, c'est quelque chose dont je me remettrai jamais vraiment, je pense. Donc voilà, j'ai toujours eu peur du surmenage. Je sentais que l'histoire de la boutique, c'était quand même encore un projet compliqué. Et là, c'était tellement simple que j'osais même pas y croire. Et c'est parce que ça collait bien avec mes besoins de cette période-là que finalement j'ai réussi à me lancer en me disant bon bah on verra bien. En fait, la création de l'agence, ça a été pour moi une renaissance. J'ai investi tout ce que j'avais dans sa création et dans son développement, mais je l'ai fait naturellement. J'ai accepté de vivre à nouveau avec moins d'argent pendant les premières années, mais je me suis donné 2 ans, et c'est le temps que ça a pris pour réussir à en vivre. Je me suis pas donné la possibilité de revivre dans la précarité, et c'est pas arrivé. Il y a eu des coups durs, mais je les ai gérés totalement différemment de mes années d'études et les réflexes que j'ai eus, notamment investir de l'argent quand il y en a presque plus pour être conseillé, ça m'a permis de développer l'agence très rapidement. Je gagne pas autant que sur mon poste précédent, mais je suis loin d'être précaire et surtout, mon job comble mes besoins professionnels à 100%. Et ça, pour moi, c'est la vraie richesse à laquelle me donne accès ce projet. Et je comprends en fait du coup beaucoup mieux l'histoire de je suis prêt à gagner moins si mon métier a du sens. Je l'avais pendant la thèse, mais c'était pas du tout, je l'appliquais pas du tout comme on devrait. Je pense que je l'applique aujourd'hui en me faisant passer en premier. Finalement, j'ai dû repasser par toutes les étapes contraires pour en arriver à la même conclusion, mais à la vivre totalement autrement. C'est ça que j'essaie de montrer en fait dans cet épisode et j'espère que c'est ce que tu comprendras en tout cas. Voilà. Et puis, je vois à quel point le développement de mon activité est corrélé à mon propre développement. C'est comme un miroir, parce que ton activité, elle rencontre les mêmes blocages que toi, et si tu veux la débloquer, t'es obligé d'évoluer. Et en fait, c'est pareil en doctorat. Si t'as des préjugés ou des croyances sur quoi que ce soit, ta boîte, elle va plafonner, et tu vas rapidement le ressentir. C'est sans fin, et c'est passionnant, je trouve, d'observer à quel point la santé de ton activité est corrélée à la tienne.
C'est la première fois que j'ai vraiment le sentiment d'évoluer dans ma vie, à la fois par et grâce à mon activité professionnelle. J'évolue en tant que personne et je ne peux plus parler d'équilibre entre vie pro et vie perso. Pour moi, les deux, c'est la même chose en fait. Ça l'a toujours été, mais en même temps, pas du tout, parce que je me séparais, je me rendais plus du tout compte de ça, parce que je compartimentais tout dans ma thèse, je compartimentais tout au quotidien. Je faisais tellement de choses que je m'y perdais, et je pense qu'en ça, le monde académique français m'a vraiment permis de comprendre que c'est pas en travaillant plus qu'on récolte plus. C'est encore difficile pour moi évidemment de lâcher prise sur tout, c'est un chemin, c'est un travail de très long terme, mais je suis de mieux en mieux capable quand même de comprendre qu'une situation difficile ou un blocage me donne une information pour mon évolution. Je ne passe plus des années à subir un truc, une difficulté, je vois tout de suite que c'est une opportunité, et si j'arrive pas à en sortir, je vais très rapidement chercher une aide professionnelle sans me demander combien ça va me coûter, parce que je le vois plus du tout comme une dépense en fait. Pour moi c'est ça, être au contact de son humanité. C'est quelque chose que j'aurais jamais trouvé dans le domaine de la recherche en sciences humaines et sociales à l'université française. C'est évident. S'il y a une chose que j'espère avoir montré dans cet épisode, c'est que réussir au niveau professionnel, ça n'a rien à voir avec un niveau d'études, de salaire, de grade ou de niveau social. La véritable réussite ne peut pas venir de l'extérieur. Réussir, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui part de soi. J'ai toujours senti en moi quelque chose me pousser vers le monde des idées, vers les sciences humaines et sociales, vers les arts, vers l'université en tant que lieu de culture et de richesse intellectuelle, et tout au long du doctorat, j'ai toujours senti une force me pousser vers l'obtention du diplôme, même dans les pires moments de désespoir. J'ai toujours cru que cette force, c'était comme la promesse que la réussite, elle était au bout du tunnel, et j'ai été dépitée qu'il ne se passe rien dans les mois qui ont suivi le rendu du manuscrit. Je pensais que j'avais fait tout ça pour rien, qu'en fait, quoi qu'on fasse, rien ne marche quand le destin décide que réussir, c'est pas pour nous. Et c'est quand j'ai fait le deuil de cette réussite-là que j'ai réellement pu commencer à la vivre. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, si tu te reconnais un peu dans ces questionnements-là, si tu doutes de vraiment réussir un jour par l'obtention du doctorat, et si comme moi tu mises tout sur le travail, le niveau d'études, la position sociale, le grade, j'ai envie de te dire que tout ça, ce sera au service de ta réussite que le jour où tu comprendras que la réussite, elle ne peut venir que de toi. Alors, chercheur, réveille-toi. La réussite, elle ne part pas d'un élément extérieur à toi, elle part de l'intérieur. C'est comme la sécurité. Tu peux mettre des alarmes dans toute ta maison et enfermer ou couver tes proches pour éviter qu'il ne leur arrive malheur, mais le mieux c'est de cultiver ta sécurité intérieure pour être capable de vivre dans un sentiment de sécurité. C'est ça la sécurité. C'est quand tu te sentiras en sécurité à l'intérieur que tu pourras lâcher prise sur les alarmes et sur les catastrophes qui pourraient se produire. Et la réussite c'est pareil. C'est d'abord un sentiment intérieur. Tant que tu ne seras pas déjà fier de toi, tant que tu ne seras pas déjà sûr d'avoir fait exactement ce qu'il fallait faire, tant que tu n'arrêteras pas de croire que ton travail n'est pas assez bien ou pas suffisant, tant que tu ne te sentiras pas au niveau et que tu croiras que le travail c'est dur et que tu n'as pas le droit de gagner ta vie pour l'instant, tu ne vivras pas la réussite. Ton diplôme, c'est comme une vidéosurveillance. Tu vas passer ta vie à regarder l'écran pour voir s'il n'y a pas de voleur au lieu de vivre ta vie tranquille. Plein de gens attendent que le diplôme leur apporte le sentiment ou l'identité qu'ils veulent sans jamais réussir à les vivre. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que ça doit venir d'eux et que rien d'extérieur ne peut conférer quoi que ce soit à l'intérieur. La réussite, elle se décide. Un jour, t'en auras marre et tu vas considérer enfin que c'est bon, que ça suffit, que t'as fait tout ce que t'as pu, que t'as fait plus que nécessaire, que ton travail il était excellent, que tu t'es dépassé et que ce que t'as fait c'était d'un très haut niveau. C'est là quand tu sentiras en toi que quoi qu'en disent les autres, tu l'as fait, que tu seras sur le chemin de la réussite. N'attends rien de ton diplôme, n'attends rien des autres et n'attends rien des institutions. C'est toi qui feras la différence en toi. Et peut-être que comme moi, c'est obtenir le diplôme qui va te permettre d'avoir ce déclic intérieur. Je te le souhaite parce que, en ce qui me concerne, il était vraiment temps que je me réveille. J'espère de tout cœur que cet épisode te permettra aussi de lâcher prise avec l'idée qu'il faut être stratégique. Alors oui, c'est pas moi qui te dirai de ne pas penser à l'après-thèse, mais ce que je veux dire, c'est que être vraiment stratégique, c'est penser à toi en premier. Une stratégie efficace, on la ressent en soi. Remettre son bien-être au centre de sa stratégie de carrière, je pense que c'est la seule manière de sentir qu'on réussit et de vivre sa réussite.
Se replacer au centre de sa vie, c'est pas qu'un vague conseil de développement personnel. Je sais que tu l'as déjà entendu et c'est pour ça que je voulais l'illustrer en te racontant comment les choses se sont faites de mon côté. On peut ne pas comprendre pourquoi on vit ceci ou cela. On peut ne pas comprendre qu'on est en train de vivre des expériences clés. Mais pour moi, lâcher prise avec ce genre de questions, c'est ce qui permet de commencer à vivre sa vie et à la réussir. N'aie pas peur de te perdre, de penser à toi, à ton bien-être, d'aller t'amuser ou d'aller à la rencontre d'univers professionnels qui ont l'air très éloignés de l'université après ta thèse parce que c'est là que tu te rendras compte que tout est lié et que tes compétences, elles peuvent être utiles partout. Là, la seule question qui reste, c'est de savoir où tu as envie d'être utile en fait. Beaucoup de doctorants pensent qu'ils doivent trouver le job après leur thèse parce qu'on leur fait croire que prendre le temps de faire une thèse c'est déjà considérable, parce que le doctorat c'est considéré comme une perte de temps, comme un luxe, parce que les doctorants sont perçus comme étant des éternels étudiants, mais c'est parce qu'on croit à ça que ça en devient vrai. C'est parce qu'on traîne en doctorat par peur de l'avenir, c'est parce qu'on veut vite travailler après la thèse qu'on rate un peu la transition et qu'on reste coincé ensuite pendant des années sur un poste qui ne nous convient pas et qui ne nous permet pas surtout de déployer nos compétences et nos idées en fait. Il faut se libérer des logiques des autres. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important à comprendre en recherche. Passer à côté de ça, ça peut nous coûter nos carrières et notre réussite. Alors pense-y, l'univers académique, il est très enclavé, il n'est pas toujours facile d'en sortir. Il peut y avoir besoin d'un poste de transition, il peut y avoir besoin de faire une pause avec cette course effrénée à la poursuite de carrière. En SHS, la période de la thèse, elle peut avoir duré 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire plus, et avoir été réellement épuisante, usante. On peut en sortir 10 fois plus perdu qu'on y est entré, et j'aimerais bien qu'on arrête d'en faire un problème en fait. Sur tous les CV des personnes qui ont marqué leur temps, il y a de sacrés blancs, et ça je t'invite à aller le regarder et à ne jamais l'oublier. Arrêtons de croire qu'il faut aller vite, qu'il faut tout de suite, parce que ça c'est qu'une angoisse collective et le rôle des chercheurs est aussi, à mon avis, de montrer la voie pour se faire entendre. Chercheur, va là où tu as besoin d'aller et pour te faire entendre, sois le premier à t'écouter.